Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Éric Houlet, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, chargé de la cohésion territoriale et du SRADET en particulier. Maire de Lure aussi, une petite ville dans le département de la Haute-Saône. Et donc, je vous rappelle, après que Marine Ballet ait introduit techniquement la séance, que celle-ci sera découpée en 3 séquences et qu'il y aura donc un temps chaque fois de questions-réponses selon les modalités qui vous ont été indiquées. Voilà, donc peut-être en préambule, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est peut-être nécessaire pour moi de revenir un petit peu sur le fait que on n'ait pas pu avoir cette réunion en présentiel au mois d'avril avant que l'Assemblée plénière ne se prononce sur le SRADET. C'était une vraie frustration pour moi parce que j'aurais aimé qu'il y ait, avec les personnes publiques associées que vous êtes, une dernière séance participative active, mais les conditions sanitaires en ont décidé autrement. La présidente n'a pas voulu différer, pour des raisons que j'admets tout à fait, l'adoption du SRADET par l'Assemblée plénière. Nous étions déjà en retard sur le calendrier fixé par les pouvoirs publics nationaux. Et donc, le SRADET a été approuvé à la fin du mois de juin, c'était les 25 et 26 par l'Assemblée plénière à Dijon. Et aujourd'hui, le SRADET approuvé est un outil nouveau qu'il nous faut décliner, mettre en œuvre à partir des orientations que vous connaissez bien. Voilà, donc je vais peut-être commencer par le fait quand même pour vous dire que même si cette séance du 7 avril, parce qu'elle était prévue le 7 avril, n'a pas pu avoir lieu en présentiel comme je l'aurais ardemment souhaité, je le répète, euh, toutes les consultations préalables sur les territoires, dans les groupes de travail, avec la CTAP, avec le réseau des SCOT, tout ça a été quand même largement pris en compte dans l'élaboration finale du SRADET. Alors tout n'a pas été évidemment retenu parmi les suggestions, les propositions, les critiques, mais je voudrais quand même vous montrer qu'il y a eu, à travers un long processus de consultation, donc qui s'est déployé au cours des années qui ont précédé l'adoption du SRADET. On peut peut-être mettre un petit visuel avec une flèche qui rappelle les formes de cette consultation. Nous avons reçu des avis par écrit, nous sommes allés sur les territoires, il y a eu bien sûr l'enquête publique, il y a eu le travail fait par l'autorité environnementale. Et donc, moi, je voudrais vraiment insister sur le fait que tous ces avis, tout le travail qui a été fait dans les territoires et par des acteurs institutionnels qu'il fallait consulter pour élaborer ce SRADET, on en a largement tenu compte. Alors, peut-être quand même que je vous donne aujourd'hui une synthèse des avis tels qu'ils ont pu être formulés par les personnes publiques associées, par les départements. Il y en a 6 qui nous ont, sur 8, qui nous ont donné sur le SRADET dans sa mouture initiale, avant qu'elle soit approuvée, corrigée par l'Assemblée plénière, le Césaire, bien sûr, le GIP du Parc national, la CTAP, que je n'oublie pas, l'État, l'autorité environnementale, bien entendu, dont j'ai parlé. Et c'est assez intéressant de voir que ces avis étaient majoritairement favorables, parfois avec des remarques et des réserves. Donc vous avez un petit peu une décomposition de ces avis sous les yeux. Et parfois, les avis exprimés étaient plus réservés, plus critiques, et avec quelques avis défavorables, mais quand même minoritaires sur le travail structurel que nous avons accompli. Alors, sur les avis des PPA d'abord. Donc, il y avait un certain nombre
de remarques. Hein. Le déficit de prise en compte des spécificités des territoires, les territoires de montagne ou les territoires ruraux, hein, par exemple. Des questions aussi qui avaient trait à la légalité de la prescriptivité. Hein, moi, je me souviens d'avis qui nous mettait en garde sur certains aspects de la prescriptivité. C'est un élément nouveau, hein, inséré dans le SRADET, hein, et dans le fascicule des règles. Des inquiétudes aussi quant au développement des territoires par rapport à l'objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, des problèmes aussi quant à l'identification de l'armature territoriale à 3 niveaux. Hein, certains se trouvaient pas assez gros, certains se trouvaient pas du tout, hein, en particulier sur la carte. La carte illustrative, elle a fait quand même couler pas mal d'encre, même si je rappelle qu'elle n'est pas concernée par la prescriptivité, mais forcément, elle contient une charge symbolique forte. Et il y avait dans les avis, hein, des personnes publiques associées, voilà, des observations quand même, une demande très forte exprimée sur l'accompagnement nécessaire dans la mise en œuvre du SRADET. Nous sommes maintenant dans cette phase, hein, puisque le SRADET a été approuvé aussi il y a quelques semaines par le préfet de région. Et voilà, ces avis, nous en avons tenu compte et nous devons en tenir compte. Hein. Les avis obligatoires, hein, parce que les avis des PPA relèvent de la consultation nécessaire, de la consultation que nous avons souhaitée, de la démocratie participative et territoriale, hein, au sens où la région l'entend, elle est très attachée à cela, mais il y avait des avis obligatoires aussi, hein, sur lesquels moi je voudrais quand même attirer votre attention sur ce qu'on nous a dit. L'État et l'autorité environnementale ont été plutôt à rebours, hein, de ce qu'on nous a dit dans les territoires, à savoir que notre SRADET n'était pas suffisamment prescriptif et pas suffisamment contraignant. Hein. En particulier, je vais faire court et simple, mais on répondra aux questions tout à l'heure sur les aspects transition écologique. Hein, moi, je l'ai même entendu en direct, par exemple, en participant à une réunion avec les cadres de l'Adréal. Un déficit parfois de territorialisation, hein, et d'identification de type de territoire, l'insuffisance de transcription réglementaire du PRP-GD, hein, il y avait une réserve qui avait été émise par l'État, une meilleure intégration souhaitée du scénario vers une région à énergie positive, et un traitement jugé insuffisant dans le SRADET de la fracture traditionnelle qu'on pointe souvent en Bourgogne-Franche-Comté entre l'Est et l'Ouest, entre un Est dynamique et un Ouest parfois oublié, si évidemment je veux faire un petit peu court. Et donc, voilà, tout ça, on l'a bien pris en compte. Il y a eu l'enquête publique. Et l'enquête publique, elle a entraîné un certain nombre d'observations, puisque c'est tout à fait normal. Alors, des observations dont vous avez un peu l'inventaire thématique sous vos yeux, et avec, je tiens à le souligner, beaucoup d'observations sur l'énergie et la question des éoliennes, sachant évidemment que parfois, dans les enquêtes publiques, mais je n'apprendrai rien à personne, il y a des phénomènes voilà, cumulatifs, je vais exprimer ça pudiquement, hein, qui valent, hein, des avis en série, des avis successifs, parce qu'un certain nombre d'acteurs sont attachés attachés à la prise en compte, hein, d'une question et qu'ils estiment pas suffisamment prise en considération. Voilà. 3 réserves qui ont été exprimées par la commission d'enquête, c'est bien de le dire. La carte des objectifs, la justification de l'armature des pôles de proximité qui pouvait prêter à discussion, et l'objectif de zéro artificialisation nette qui est davantage à expliquer, mais nous comptons bien le faire et nous comptons bien, à travers le mode d'emploi, hein, du fascicule des règles, décliner progressivement, hein, cet objectif de façon pragmatique et réfléchie, en sachant très bien que cette question, elle ne se pose pas de la même façon, quelle que soit la nature des territoires. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi
d'être synthétique dans ma présentation, de façon à pouvoir laisser le maximum de place aux échanges. Et donc, je vais redonner, je pense, la parole à Marine pour qu'elle nous fasse un inventaire des questions posées sur cette phase consultative liée à l'adoption du SRADET. Merci Eric. Alors, je vais inviter aussi potentiellement peut-être Gilles Lemaire à monter sur scène, chef de projet SRADET, si besoin également. On a une première question, enfin il y a deux questions. Je vous liste toutes les questions et puis vous y répondrez probablement ensuite. Première question, pourquoi ne pas avoir organisé une réunion par web dans les temps, donc avant le vote, donc dans le délai qui était prévu initialement? Deuxième question, comment repérer les modifications que vous avez apportées dans le texte? Et puis, une troisième question, mais à laquelle je peux répondre tout de suite. Sera-t-il possible d'obtenir la déclinaison de l'ensemble des sigles utilisés? Et là, on vous renvoie directement dans le chat, on va vous renvoyer le lien vers les documents, puisque les listes des sigles sont dans les deux documents principaux du SRADET. Donc Eric, je vous laisse la parole. Je vais répondre à la question sur, évidemment, le SRADET qui a été adopté sans la fameuse réunion PPA que j'avais prévue et promise. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je ne cherche pas à esquiver la question. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos tout à l'heure. Et peut-être je dois compléter ma réponse et je laisserai le soin à Gilles Lemaire de répondre sur les questions plus formelles d'identification des modifications du SRADET entre ses moutures initiales et son adoption définitive. Donc moi, je voudrais dire là-dessus qu'avant l'irruption de la pandémie du Covid et les obligations de distance sociale qui ont été imposées par les pouvoirs publics, eh bien, nous avons voulu nous donner les moyens de faire quand même émerger ce SRADET. Et bien sûr, nous avons été un petit peu contrariés dans notre volonté de démocratie participative. Moi, je le nie pas. Pour autant, quand on se souvient de ce qui a été fait depuis 2016, il faut quand même le rappeler. On a eu bien sûr la réunion de lancement à Beaune, certains d'entre vous y étaient, et ensuite il y a eu 2 séries très complètes d'ateliers territoriaux participatifs décentralisés en 2017 et en 2018. Nous avons lancé des procédures de consultation inédites et permanentes. Moi, je l'ai rarement vu dans d'autres régions, et ça, je pense qu'on peut se comparer avec des groupes techniques, et ce groupe technique constitué des SCOT, des EPCI porteurs de PLUI et de PNR, en tout cas ceux qui étaient volontaires. Ce groupe technique, il a quand même beaucoup bossé, et la crise sanitaire n'a pas annihilé tout son travail. Nous avons mis en place aussi des temps de concertation citoyenne avec plateformes dédiées. Je rappelle aussi que nous avons satisfait à toutes nos obligations, et c'est bien le moins, de consultation réglementaire. Je vous ai parlé de l'enquête publique il y a quelques instants. Et je suis allé personnellement dans tous les types de territoires pour recueillir au plus près des avis sur le SRADET. Je me souviens d'une réunion très animée à la communauté d'agglomération de Besançon, où on m'avait invité. Je me souviens de réunions très animées dans des territoires ruraux, jurassiens ou de Saône-et-Loire, dans le Charolais-Brionnais. Et moi, je pense que la procédure du SRADET en Bourgogne-Franche-Comté, et là aussi, j'ai quand même fait des comparaisons, discuté aussi avec mes homologues, un vice-président à l'aménagement du territoire et chargé du SRADET. Je pense qu'on a été plutôt exemplaire dans le domaine de la démocratie participative. Cependant, je ne veux pas esquiver la question et le regret qui a été exprimé par plusieurs d'entre vous. Nous n'avons pas pu tenir une dernière réunion PPA. Elle était nécessaire, elle aurait été logique, parce que si je l'avais fait, j'ai essayé de le faire, pour tout vous dire, mais ça aurait complètement modifié le calendrier d'adoption du SRADET. La présidente, elle ne l'a pas souhaité, elle avait de bonnes raisons, parce que
ça nous aurait vraiment, compte tenu des incertitudes qui pesaient sur l'évolution de la situation sanitaire, ça aurait eu, elle l'a jugé ainsi, et moi je fais mienne son analyse, plus d'inconvénients que d'avantages. Et on aurait pu aussi peut-être faire une réunion en visioconférence, on n'était pas encore techniquement aussi au point qu'aujourd'hui, parce qu'on s'est tous adaptés à cette nouvelle donne sanitaire. Et donc moi je voudrais dire que bien sûr, il y a eu un maillon manquant, moi je le reconnais, mais en même temps, ce maillon manquant, il ne doit pas effacer tout ce qui a été fait et surtout notre volonté de continuer à mettre en œuvre de façon participative le SRADET. Voilà quelques éléments de réponse. J'ai conscience qu'ils ne sont pas entièrement satisfaisants et je vais passer la parole à Gilles Lemaire pour répondre à une autre question plus formelle. Oui, merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Sur la question de la traçabilité des modifications apportées au SRADET entre l'arrêt du projet et son adoption et son approbation, on a pris le soin de faire un tableau qui reprend l'ensemble des modifications apportées. Ce tableau de reprise a été attaché à la délibération d'adoption du SRADET. Donc vous le retrouvez, ce tableau qui liste finalement l'ensemble des demandes de modification avec leur origine, c'est-à-dire qui a demandé la modification, quel est l'objet de cette demande, et puis avec ce tableau, vous avez le traitement qui a été apporté à cette demande. Donc le traitement de prise en compte. Et là, dans ce traitement, on apporte la réponse de façon synthétique dans ce tableau et on vous renvoie à la pièce du document qui a évolué et au numéro de page du document qui a évolué. Et ce tableau fait aussi état de l'impact sur l'environnement ou sur les modifications que ça a eu sur le rapport environnemental du SRADET. Donc ce document est public, il est attaché à la délibération et vous pouvez le retrouver sur le site internet de la région. D'ailleurs, on en présentera une partie tout à l'heure dans la suite de ce diaporama. Marine, tu me redonnes la parole ? Oui, on a une petite dernière question qui est arrivée en cours de route, si on a le temps. Avec une remarque, en fait, le Covid a déjà transformé la prise de conscience de certaines problématiques et l'élaboration du SRADET a été faite avant et donc hors de cette prise de conscience. Et donc, en ce sens, est-ce que le SRADET n'est pas déjà un petit peu dépassé ? Alors, pour moi, pas du tout. Je réponds voilà, comme vraiment en direct. Moi, je pense que le SRADET, sans être prétentieux, parce qu'il ne faut pas l'être jamais, le SRADET, il avait pleinement pris en compte les exigences de la transition écologique et énergétique. La crise sanitaire, quand on en fait une analyse, elle met en cause un modèle de développement global, productiviste, auquel le SRADET vous propose à l'échelle régionale de tourner le dos. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas la crise sanitaire, elle ne remet pas en cause l'objectif numéro 1 du SRADET, qui est d'aller résolument vers les transitions en Bourgogne-Franche-Comté, et je dirais même, alors évidemment c'est une réponse générale, mais je suis vraiment convaincu par ce que je dis, au contraire. Et donc il n'y a pas, pour moi, la crise sanitaire, elle n'a pas remis en cause la construction du SRADET, sa logique. Au contraire, elle la rend encore plus nécessaire. Et peut-être que, voilà, quand on nous a peut-être des fois reproché de ne pas être suffisamment prescriptif, suffisamment volontariste dans ce champ des transitions, moi je pense qu'on l'a été de façon quand même significative, eh ben, peut-être que le SRADET, il doit aller encore plus loin dans cette logique. Et donc, moi, je ne la joue pas petit bras par rapport à la crise sanitaire, au contraire. Voilà, moi je voudrais aussi vous dire, pour aller plus loin que ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être être plus précis maintenant à ce stade sur ce qui a été pris en compte dans la phase de consultation et ce qui n'a pas été et pourquoi, parce que c'est important. Et donc, nous, ce qu'on a écarté, vraiment, c'est lorsque les demandes avaient un caractère trop local, pourquoi une petite ville, une ville intermédiaire se trouvait pas sur la carte, parce que voilà, ils ont jugé peu stratégique ce type de demande. Il y avait des demandes qui étaient irrecevables, même si parfois ça fait l'objet de discussions serrées
avec des élus ou des acteurs locaux sur le plan juridique, donc on les a écartés après des vérifications. On a écarté aussi tout ce qui remettait en cause les choix méthodologiques ou le parti pris stratégique du SRADET. Et donc, on a choisi délibérément d'écarter un certain nombre de suggestions. Mais par contre, on en a pris beaucoup. Moi, je voudrais vraiment affirmer que entre l'arrêt et l'adoption du SRADET, il y a eu beaucoup de choses qui ont été prises en considération. Et on peut regarder ça d'un peu plus près. Voilà, quand on nous a demandé, par exemple, d'affirmer un meilleur équilibre Est-Ouest, nous l'avons fait, pas seulement à travers la carte, mais à travers les objectifs et les règles. Je pourrais illustrer cela. L'enrichissement de la partie justification des choix stratégiques, nous l'avons fait aussi très, très largement. Et nous avons aussi bien complété, me semble-t-il, la définition d'un certain nombre d'objectifs quantifiés dans le SRADET. Et on peut regarder peut-être ce qui est toujours peut-être le plus visible, comment la carte elle a été modifiée, puisque c'est elle qui a souvent focalisé l'attention de façon excessive, à mon avis, mais quand même. Nous avons ajouté, par exemple, et mis en avant un certain nombre de systèmes urbains interrégionaux. Nous avons ajouté l'axe nigérien à la demande du territoire bien nommé. Nous avons aminci aussi la dorsale Rhin-Rhône pour montrer que le développement de cette région passait pas uniquement par cette dorsale urbaine principale et faire une place juste aux autres territoires. Nous avons renforcé aussi tout ce qui était en jeu de coopération entre les territoires, mais aussi entre la France et la Suisse, parce que nous avions, c'est vrai, dans la première version du SRADET, peut-être une vision trop étriquée de ces coopérations franco-suisses. Nous avons valorisé un certain nombre de pôles de proximité, ajouté par exemple le réseau de villes dans le Charolais-Brionnais, si je veux donner un exemple concret, ajouter des éléments sur des suggestions pertinentes concernant la biodiversité, mieux valoriser nos parcs naturels régionaux qui étaient au nombre de 3 et qui sont maintenant 4 depuis quelques jours. Et voilà, je pourrais allonger la liste, je ne veux pas être trop long, mais vraiment, si vous avez, si on a l'honnêteté intellectuelle de regarder la carte initiale et la carte finale, dire que rien n'a bougé, dire que rien n'a été pris en compte, je pense que ce n'est pas la vérité et il faut voilà, le dire. Moi, j'y tiens beaucoup. Alors, on a modifié donc des fiches objectifs du rapport, le premier volet du SRADET, les grands objectifs. On a intégré mieux le scénario de transition énergétique. On a actualisé des éléments au regard de la loi d'orientation sur les mobilités avec Michel Neugnot, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le SRADET avec 2 de mes collègues que sont Michel Neugnot et Frédéric Collat, que je tiens ici à remercier. Concernant le fascicule des règles, qui est le deuxième volet du SRADET, nous avons souhaité limiter le nombre de règles, même si on a été obligé d'en ajouter quelques-unes, pour répondre à un fort enjeu de pédagogie, pour sécuriser juridiquement. Il y a eu un gros travail qui a été fait par les services de la région pour que ces règles elles soient juridiquement indiscutables. Nous avons voulu répondre aussi à un enjeu d'opérationnalité et pas avoir un SRADET hors sol, à la fois couperé et à la fois incompréhensible, et répondre aussi à un enjeu d'accompagnement. L'originalité quand même du SRADET en Bourgogne-Franche-Comté, c'est d'accompagner le fascicule des règles d'un mode d'emploi, ce que peu de régions, je tiens à le souligner, ont fait. Alors ce mode d'emploi, il n'est sûrement pas parfait, il ne dispense pas d'un travail concerté, collectif, avec les territoires dans la mise en œuvre du SRADET, mais il a quand même le mérite d'exister, je le disais au préfet hier. Voilà, moi je ne veux pas être beaucoup plus long à ce stade.
mais peut-être que Marine, Gilles veulent donner quelques exemples de modifications très concrètes, par exemple dans le domaine des transports ou des déchets, ou de la biodiversité ou de l'égalité des territoires. On ne peut pas évidemment tout passer en revue dans les 2 heures qui nous sont imparties, mais c'est peut-être bien que Gilles Lemaire ou Marine Ballet illustrent mon propos en montrant que nous avons fortement modifié, par exemple, des règles. On peut s'arrêter là-dessus et qu'on n'est pas resté sur des règles intangibles et que la concertation a servi à rien. Peut-être illustrer ça l'un ou l'autre, par quelques exemples. Gilles, tu veux… Oui, on va faire ça, Eric, volontiers. Quelques exemples balayés rapidement. Selon les chapitres, bon, déjà, pour répondre à un fort besoin de pédagogie, vous noterez, c'est l'expression du sticker bleu que vous avez à l'écran, c'est que tous les principes de la règle, c'est-à-dire les parties du document, du fascicule, qui ont une vocation explicative sur la portée de la règle, son fondement et ses objectifs, ont été retravaillés de façon à expliciter davantage ce qui est recherché et comment on peut atteindre les objectifs posés par la règle. Donc ça a été fait de façon systématique pour toutes les règles et dans tous les chapitres du fascicule de règles. Ensuite, on a fait des changements aussi assez systématiques pour répondre aux questions de sécurité juridique de ces règles. À votre demande, on a souvent ajouté des mentions qui n'ont l'air de rien, mais qui sont des mentions qui sécurisent notamment les documents de planification dans l'exercice de leurs compétences. On a souvent ajouté dans la limite ou dans le respect des compétences des uns et des autres. Donc, ce qui permet de bien dire que quand on vous demande d'aboutir ou de rechercher ou de prendre en compte une règle, l'idée, c'est de le faire dans la limite de vos compétences. Et on sait bien que les documents de planification ne sont pas des documents opérationnels. Donc, ce n'est pas ce qui vous est demandé. On a sécurisé ça sur le plan juridique. Ouais. Quelques exemples peut-être plus concrets sur la question du numérique. Il nous a été demandé expressément, au regard de l'ajout du domaine du numérique à la liste des domaines obligatoires, vous savez qu'il y avait 11 domaines, on en a ajouté un 12e, et donc on a exprimé une règle assez générale d'incitation à une réflexion portée dans les documents de planification sur ce domaine-là. Donc, c'est l'explication de cet ajout de la règle numérique au chapitre 1. Sur la gestion de l'espace et de l'habitat, on a retravaillé certaines règles à votre demande, notamment la règle sur l'artificialisation zéro net, avec une expression plus claire, me semble-t-il, notamment pour rendre la règle davantage opérationnelle, avec une focale sur la recherche d'une économie d'espace à l'intérieur des enveloppes urbaines et une limitation de tout ce qui est extensif, avec la question de la compensation qui ne se pose que sur la question de l'extensif, par exemple. Sur la question des transports, on a beaucoup adapté de règles plutôt que fait des changements de fond. Sur la question de l'énergie et du climat, là en revanche, il y a eu des modifications assez sensibles qui ont été faites, notamment à votre demande. Il y avait 2 règles qui étaient assez proches, des règles qui incitaient à la performance énergétique. Une qui s'adressait plutôt au PCAET, au PNR et qui était dans le chapitre climat, air, énergie. Une autre qui était plutôt dans le chapitre 2, économie d'espace. On a fusionné ces règles pour en faire une seule et elle est dans son expression plus simple et plus accessible. Et puis, peut-être le changement le plus significatif, c'est pour les questions de transition énergétique, la règle qui s'adresse au SCOT est plus simple dans son expression, dans le sens où on dit qu'il faut se mettre en cohérence avec notamment la stratégie de région à énergie positive, le scénario énergie positive de la région, et donc qui constitue un élément de référence fort.
Peut-être un mot sur, plus précis aussi sur le chapitre biodiversité ou sur les règles qui en découlent. On a retravaillé principalement une règle sur la prise en compte de la trame verte et bleue. Il y a une règle qui est plutôt une règle de base, j'allais dire, qui incite à reprendre et à s'appuyer sur les anciens schémas, sur la trame verte et bleue arrêtée dans les anciens schémas de cohérence écologique. Et puis une règle qui va un petit peu plus loin, qui est davantage méthodologique et un peu plus opérationnelle pour permettre et pour décliner comment on prend en compte clairement ces SRCE et comment on les décline dans les documents de planification. Peut-être encore une règle plus explicite. Là encore, pour des questions d'opérationnalité, on avait une règle sur les milieux humides. C'est une règle assez importante dans une région où la question de l'eau est un enjeu particulier. À la demande de différents partenaires d'ailleurs, pour la rendre plus opérationnelle, on a commué cette règle en une règle sur la préservation des zones humides. Pourquoi? Parce que les zones humides sont bien identifiées et font l'objet d'une définition réglementaire assez claire, très appropriée. C'est un objet d'étude qui est connu par les documents de planification qui ont l'habitude de traiter ça. Et par ailleurs, la question des milieux humides, qui est plus lâche, plus vague sur le plan strictement réglementaire, j'allais dire, est aussi attrapée d'une autre façon par le SRADET, notamment par les règles sur la trame verte et bleue. Et puis enfin, peut-être le sujet le plus travaillé sensiblement à la demande de l'État, qui en a fait une réserve, c'est la question des déchets. Le chapitre a été revu pour mieux intégrer le PRPGD très récemment. Donc là, c'est pareil, on a réintroduit des principes à chacune des règles, ce qui n'était pas le cas dans la première version, ce qui donne davantage d'explications. On a davantage collé au décret qui nous invitait à transcrire le PRPGD, ce qui implique de nouvelles règles. Je citerai par exemple, des règles sur le traitement des déchets amiantés ou le traitement des véhicules hors d'usage qui n'étaient pas intégrés à la première version du SRADET et qu'on a dû réintégrer dans cette version-là pour répondre aux attentions de l'État et pour mieux coller au décret. On a aussi un chapitre introductif à ce chapitre déchets qui pose la question du scénario de réduction des déchets introduit par le PRPGD et qui pose aussi un enjeu d'économie circulaire de façon plus claire que ça ne l'était auparavant. Voilà sur les quelques exemples que je voulais dire. Peut-être que j'aurais dû ajouter aussi auparavant la question de, c'est vrai pour les objectifs et c'est vrai dans les règles, on a souhaité mieux intégrer le scénario à énergie positive et mieux le décliner à la fois dans les objectifs et dans les règles, ce qui a donné lieu à des modifications dans l'écriture des règles, dans les principes et dans les exemples assortis. Voilà, je propose, en remerciant Gilles Lemaire, qu'on passe à un temps de questions et d'échanges et je redonne la parole à Marine. Alors, pour le moment, en réaction, on n'a qu'une seule question du Césaire. Donc, le Césaire avait noté dans un avis sur le PRPGD son ajout artificiel au SRADET. Vient de paraître la feuille de route économie circulaire et donc cette feuille de route se cale où et comment dans le SRADET. Je pense que Gilles a en partie peut-être commencé à y répondre. Je ne sais pas si on peut amener des compléments. Gilles, si tu veux approfondir la réponse que tu as faite tout à l'heure déjà par anticipation sur ce point. Oui, en fait, on a bien retravaillé ce plan-là. Alors, on a travaillé de concert, évidemment, avec les spécialistes de ces questions de l'économie circulaire en région. Et effectivement, on a introduit des éléments de la feuille de route déjà, et vous pourrez le noter dans la partie objectif du SRADET, dans les deux objectifs dédiés à la partie prévention et gestion des déchets. Et puis, ce que je disais à l'instant, on a introduit une partie spécifique relative à cette question-là dans le fascicule de règles, avec une règle explicite sur l'économie circulaire qui s'adresse à tous et qui est en tête du chapitre des déchets, dans le sens où c'est vraiment la règle générale d'incitation forte et qui renvoie à l'objectif clair de changer le modèle,
de développement, c'est-à-dire d'aller vers davantage d'économie circulaire, ce qui permet de rejoindre les enjeux de sobriété au sens large qui sont au cœur du SRADET. Donc cette question-là a été bien intégrée, vous la trouverez en tête de chapitre du chapitre déchets. Pardon. Marine, si tu veux peut-être revenir même à la première partie, s'il y a eu des questions qui ont surgi entre-temps, je veux dire, il n'y a pas de tabou, quoi. Je veux dire, on peut... Non, mais toutes les questions ont été prises en compte. Il y a des questions auxquelles on a répondu directement par écrit parce qu'on nous demandait le lien vers certains documents, vers le tableau des modifications notamment. Mais pour le moment, on a pu répondre à toutes les questions et pas de nouvelles questions apparaissent. Donc, si j'ai pas de nouvelles questions... Ah si, une nouvelle question. Alors, vous avez évoqué le document de mise en œuvre du SRADET. Doit-on s'attendre prochainement à des précisions sur ce document? Alors, peut-être que c'est l'objet de la partie qui suit. Donc, je propose qu'on entre dans la dernière partie de ce webinaire qui est consacrée justement à la mise en œuvre du SRADET et qu'on réponde, après ma présentation, à cette question parfaitement légitime. Est-ce que ça convient? Oui? Je pense que c'est bon. Très bien. Donc, moi, je vais maintenant aborder justement cette question du temps de la mise en œuvre du SRADET. Et nous l'avions dit très tôt dans l'élaboration de ce schéma, il ne s'agit pas, à nos yeux, une fois que le SRADET a été approuvé, de considérer que le travail, il est terminé et qu'on peut se cacher à l'abri d'un document qui a été approuvé par l'Assemblée régionale. Ce n'est pas du tout notre état d'esprit et on ne pense pas non plus que les objectifs ambitieux qui sont fixés dans ce schéma, ils vont se réaliser spontanément, indépendamment de toute impulsion. Ça, ce n'est pas du tout notre façon de voir les choses. Donc, je le dis très clairement, l'adoption du SRADET ne marque pas une fin, mais le début d'un travail avec et au plus près des territoires. Il s'agit de travailler ensemble, maintenant encore plus, de faire vivre ce SRADET avec vous, pour ce qui nous concerne en tout cas. Et donc, nous souhaitons mobiliser de nombreux dispositifs d'accompagnement, de soutien. Je vais essayer de les détailler un petit peu, puis de répondre à la question qui a été posée. Et donc, notre état d'esprit, c'est ça. Il y a les règles générales du fascicule, il y a les objectifs d'abord, il y a les règles générales du fascicule, mais nous savons très bien que tout ça ne va pas se mettre en œuvre spontanément par un coup de baguette magique. Et nous avons aussi besoin des savoir-faire locaux, des expériences qui sont les vôtres, de votre volonté de réussir autant que nous pour aller vers cette région des transitions. Je vais le dire comme ça, puisque c'est l'objectif principal du SRADET. Voilà, je voudrais souligner que cette mise en œuvre, pour nous, est une ambition assumée, légitimée par le vote de l'Assemblée plénière, mais aussi par les exercices successifs de démocratie participative. Alors, je ne suis pas quelqu'un de naïf, j'ai les pieds sur terre. Je prétends pas que ce SRADET il est sans défaut. Je prétends pas que ce SRADET est un document grand public, parfaitement lisible par le commun des mortels. J'ai pas du tout ces biais d'analyse. Je tiens à le dire. Pour autant, c'est un document inédit que le législateur nous a demandé de produire. C'est un travail de première génération. On a essuyé les plâtres comme d'autres régions. Et s'il n'est pas sans défaut, parce qu'il faut l'accepter, il a posé des exigences, des enjeux de manière forte, claire, des enjeux de sobriété financière, de sobriété foncière, pardon, c'est ce que je voulais dire, de sobriété énergétique, de sobriété aussi dans l'utilisation de la ressource en eau. Gilles Lemaire le rappelait tout à l'heure. Il pose aussi des enjeux plus territoriaux comme celui des renforcements des centralités, mais pas une centralité unique, des centralités multiples. Le SRADET, il est fondamentalement multipolaire
hein, je le rappelle, est fondée à la fois sur la libre reconnaissance des territoires à concevoir leur modèle de développement, mais sur la nécessité aussi de coopération entre les territoires pour concevoir un développement efficient. Hein, c'est tout ça, le SRADET. Le développement des modalités alternatives, de mobilité alternative, la promotion des énergies renouvelables, voilà des enjeux qui sont extrêmement forts et auxquels nous ne souhaitons pas tourner le dos. Mais maintenant, on sait que tout ça se fera dans le temps, hein, et qu'il faudra beaucoup de patience, beaucoup de doigté, beaucoup de pédagogie et beaucoup de travail avec. C'est ça le sens de mon propos. Voilà, donc je pense qu'il y a pour moi un premier enjeu hein, dans la mise en œuvre du SRADET, si j'essaye d'être plus précis dans ce que je dis, c'est d'abord un enjeu de sensibilisation et de formation. Parce que c'est un document complexe, c'est un document de première génération, c'est un document dont l'appropriation collective implique de nouveau des échanges, des partenariats, et il nous faudra travailler avec nos partenaires que sont les élus locaux, leurs techniciens dans les collectivités, les chambres consulaires, des agences d'urbanisme qui ont été très précieuses dans l'élaboration du SRADET à nos côtés, des grandes associations aussi représentatives dans la région, et je n'oublie pas les services de l'État, parce que l'État, hein, il a la responsabilité du contrôle de légalité, mais un contrôle de légalité que nous ne voulons pas, là encore, aveugle, discrétionnaire, et nous travaillons depuis le début en bonne intelligence avec les services de l'État, et il faudra d'autant plus le faire. Je le disais hier aux 8 préfets que j'ai rencontrés de façon virtuelle, il faudra le faire de manière concertée. Ce contrôle de légalité, il doit s'exercer de façon intelligente par le dialogue, hein, la coopération entre l'État et la région, parce que il suppose une bonne compréhension, une bonne appropriation des enjeux du SRADET. Alors, ces enjeux, ils méritent hein, un accompagnement personnalisé pour les territoires. Hein, j'insiste vraiment sur cette idée. On veut faire un travail quand même de dentelle. Nous souhaitons accompagner les SCOT et les EPCI porteurs de PLUI en amont, hein, donc, mais aussi en aval, et avec un accompagnement collectif, puisque des études, des outils d'accompagnement, des fiches techniques thématiques seront progressivement déployés. Voilà, moi je veux beaucoup insister hein, sur cet accompagnement. Il y a évidemment la question de la gouvernance du SRADET, sur laquelle je voudrais maintenant un petit peu m'attarder. Parce que pour moi, le SRADET, il ne doit pas être piloté de façon hors sol hein, depuis Dijon, mais le SRADET, il devra vivre avec et pour ceux qui accepteront de s'en saisir. Parce que la démocratie participative, elle implique un effort, une mobilisation, et les absents, hein, si je reprends cette formule un peu facile, ont toujours tort. Donc, nous envisageons de créer et de faire fonctionner un groupe d'application du SRADET, hein, dans la lignée de ce que nous avons déjà fait hein, avec le groupe technique regroupant, vous savez, les SCOT, un certain nombre de PCI porteurs de PLUI et nos PNR hein, en Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce groupe, il a vocation à perdurer et à devenir un groupe d'application hein, et de mise en œuvre du SRADET. Nous souhaitons que la CTAP soit l'instance de gouvernance principale du SRADET parce qu'elle est partenariale, parce qu'elle fait une place à tous les types de territoires, et plutôt que de créer je ne sais quel nouveau comité ou nouvelle instance de gouvernance, nous avons choisi, c'est un parti pris, d'identifier la CTAP dans le SRADET comme future instance de gouvernance légitime. Et puis, nous voulons assurer la lisibilité des résultats obtenus et identifier les axes de progrès que nous devrons réaliser
par la production, par exemple, d'une feuille de route périodique et de réalisation de bilans intermédiaires dans la mise en œuvre du SRADET. Donc, pour moi, si je veux me résumer, il y a autant d'enjeux dans la mise en œuvre avec vous du SRADET que dans sa phase d'élaboration. Et la méthode de la démocratie participative, de l'implication des territoires et des acteurs, restera notre maître mot. Voilà, je vous remercie de m'avoir une fois de plus écouté et je voudrais que place soit faite à la discussion sur ce point de la mise en œuvre, mais on peut revenir aussi en arrière. Encore une fois, on n'est pas là pour faire du formalisme. Ok, je vais du coup vous rapporter les différentes questions qu'il y a eu. Donc il y en a eu quelques-unes, puis je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Je vous en donne 3 pour le moment peut-être. Ouais, c'est pas mal. Alors une première question sur les mécanismes et la temporalité des révisions d'amélioration du SRADET pour notamment une adaptation au contexte et la question aussi du suivi et de l'évaluation au fil de l'eau. Comment ça va se passer? Une question peut-être plus sur le contenu. Donc, vous indiquez que le SRADET pose des enjeux de sobriété foncière énergétique. Pose-t-il également des enjeux de sobriété matière ou ressources naturelles, qui sont l'une des autres conditions de la transition vers un modèle de développement plus soutenable et résilient? Et puis, une question plutôt de gouvernance cette fois. Avez-vous prévu la mise en place d'une convention citoyenne pour le climat? Je propose qu'on traite ces 3 questions-là et puis on reviendra aux suivantes ensuite. Bon, Gilles, parce que les questions là sont très techniques, j'apporterai peut-être des compléments, mais tu peux prendre un peu la main et puis je verrai si je peux apporter une plus-value. Oui, peut-être pour répondre à la première question sur les possibilités d'évolution du SRADET et de suivi dans la temporalité des actions du SRADET. Le SRADET, il peut évoluer par modification à la demande de la présidente du conseil régional, avec une forme de procédure plus ou moins souple. Ça nécessite de prendre l'avis des PPA et une mise à disposition du public au moins pendant 2 mois. Ça, c'est la procédure de modification la plus simple. Et sinon, il y a une clause de revoyure, vous le savez, pour le SRADET, dans les 6 mois qui suivent chaque renouvellement électoral. Et donc là, à ce moment-là, il y a une délibération qui est prise et qui doit dire si le SRADET est maintenu en l'état, s'il doit faire l'objet d'une révision ou si éventuellement il peut même être abrogé, sachant qu'en cas de révision ou en cas d'abrogation, évidemment, le document en cours continue de s'appliquer tant que le nouveau n'est pas mis en œuvre. Ça, c'est vraiment sur les formes d'adaptation, d'évolution du SRADET. Au-delà de ça, pour suivre les évolutions du SRADET j'allais dire en temps réel, on a prévu évidemment, et il est intégré au SRADET, un dispositif de suivi et d'évaluation. On l'a prévu, de toute façon, il était obligatoire réglementairement. L'idée, c'est qu'on en fasse, au-delà de ce qui est prévu réglementairement, c'est qu'effectivement, on en fasse un suivi annuel et que dans le système de gouvernance, on puisse présenter à la CTAP annuellement ce qui s'est passé dans le SRADET, de façon à pouvoir éventuellement regarder ce qui nécessite des adaptations, des évolutions. Voilà pour ce que je peux dire sur cette première question des évolutions possibles du SRADET. Est-ce que, Marine, tu peux me remettre en mémoire les autres questions? Deuxième, c'était sur la question de l'intégration des enjeux de sobriété, notamment sur les matières et les ressources naturelles, au même titre que les enjeux de sobriété foncière énergétique. Oui, la question est pertinente, d'ailleurs elles le sont toutes depuis le début, mais on a parlé des enjeux de sobriété foncière, des enjeux de sobriété par rapport à l'eau, mais effectivement, la question de la sobriété, elle est au cœur du SRADET, et elle est au cœur du SRADET sur différents sujets, et ce ne sont pas que des mots, ce que je vous dis, il y a évidemment des enjeux de sobriété foncière, des enjeux de sobriété eau, et en effet, des enjeux de sobriété sur les enjeux matières et sur l'énergie. Et quand je dis que ce ne sont pas des vains mots, c'est qu'en effet, ce sont des enjeux traduits en objectifs. Et pour tout ce que je viens de vous dire, ce sont aussi des traductions par des règles, considérant que cette question de la sobriété, d'un meilleur usage des ressources,
dans la logique d'une économie circulaire est importante pour la région. Et donc tout ça est prévu et intégré et décliné de façon opérationnelle dans le SRADET. La question qui suivait, c'était sur la question de la mise en place d'une convention citoyenne pour le climat. Alors, je fais un premier début de réponse, Eric, et peut-être que tu reprendras la main sur l'enjeu davantage politique, mais au point de vue technique. Évidemment, la question du changement climatique et de l'adaptation à ce changement, c'est une préoccupation, voire un fil rouge du SRADET. Il y a des objectifs qui lui sont entièrement consacrés. J'allais dire, en travail masqué par rapport au SRADET, on regarde comment on peut, en région, travailler à la mise en œuvre d'un groupe avec les partenaires pour traiter ces questions d'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est quelque part en cours de réflexion déjà. Sur la Convention citoyenne sur le climat, on n'a pas encore acté ça, on n'avait pas acté ça dans le SRADET, mais je vais laisser Eric voir si, d'un point de vue politique, c'est quelque chose qui est envisageable, envisagé ou pas à ce stade, à une période délicate, on va dire. Je veux mentionner le fait que lundi, lors de l'Assemblée plénière, nous avons adopté les objectifs de développement durable et leur déclinaison régionale. Donc, c'était un rapport important qui est lié à la question quand même qui nous est posée. Faut-il aller jusqu'à élaborer, comme cela a été le cas avec aujourd'hui des jugements contrastés, une convention régionale citoyenne sur le climat? Alors là, la réponse, elle est plus politique. En tout cas, dans ma bouche, je trouve que c'est une suggestion utile et intéressante, mais il a échappé à personne que nous entrions dans une phase de pré-campagne régionale, puisque les urnes vont devoir, en principe, parler au mois de juin, me dit-on. Et voilà, moi, je ne veux pas préfigurer des positions des uns et des autres sur une question que je juge importante, qui peut donner du souffle à la démocratie participative sur laquelle moi, je me suis exprimé. Et c'est une proposition que je suis loin d'écarter d'un revers de la main. Mais la période politique m'oblige quand même à une certaine retenue, car je ne veux pas sombrer dans la facilité et la démagogie. Merci. Je vais faire un regroupement de questions sur le sujet de l'accompagnement notamment. Donc, je vais les lire complètement. Sur la question des EPCI qui sont situés sur 2 régions différentes et qui ont en cours d'élaboration des PLUI ou des PCAET, comment on analyse en tant que PPA le contenu de ces derniers, sachant que du coup le SRADET de la région Auvergne-Rhône-Alpes notamment est différent. Donc est-ce qu'il y aura une prise en compte de cette particularité? Une question sur l'accompagnement également. Allez-vous maintenir une équipe suffisante au Conseil régional pour répondre aux questions et aux besoins d'accompagnement de tous les territoires? Et quels interlocuteurs territoriaux? Une question des services de l'État et d'un besoin de formation sur l'accompagnement des PCAET. Sur la suite, sur quel fondement les SCOT et PLUI considérés à enjeu sont-ils déterminés et peut-on s'attendre à une évolution des territoires accompagnés au regard du lancement des procédures? Et sur l'accompagnement, je crois que c'est bon. On reviendra aux autres questions plus tard si ça vous convient. Ce sont de bonnes questions, là aussi très, très techniques. Donc je vais laisser pour l'essentiel Gilles Lemaire répondre, mais je voudrais dire que moi, dans les fonctions qui sont les miennes, encore pour quelques mois, à aucun moment après l'adoption du SRADET, j'ai eu de discussion avec la présidente ou le directeur général des services qui conduirait à dégarnir la direction de la prospective et le service que dirige Gilles Lemaire. La volonté d'accompagnement
dans la mise en œuvre du SRADET, d'accompagnement des territoires principalement concernés par ce SRADET, elle est très forte à la région. Et il n'est pas question de baisser pavillon ou de dégarnir le domaine d'activité qui est celui de Gilles Lemaire que vous entendez aujourd'hui, ou de Marine Ballet et d'autres qui travaillent à ses côtés. Donc là-dessus, je veux vraiment me montrer rassurant parce que je pense que la présidente de région, elle a pleinement conscience que la mise en œuvre du SRADET est au moins aussi importante que sa construction. Ça, je pense qu'il n'y a pas de différence entre elle et moi sur ce sujet. J'en suis sûr, pour en avoir reparlé encore hier avec elle. Voilà. Gilles, peut-être pour la partie technique des réponses. Oui, je vais commencer par répondre à la question de l'État sur les besoins de formation et la possibilité que les agents de l'État puissent bénéficier de l'offre de formation. La réponse est oui, bien sûr. Enfin, on est en train de travailler une offre de formation. Alors, il y a une offre de sensibilisation et une offre de formation. Donc, on est en train de travailler les contenus. Ce qui est prévu vis-à-vis des services de l'État, un peu concrètement, c'est d'abord des séances de sensibilisation et de travail en commun avec l'État dans leurs différents réseaux. Au niveau régional avec l'ADREAL, dans les différents réseaux métiers, des choses qui sont déjà prévues, déjà programmées d'ailleurs au mois de décembre en l'occurrence. Et on souhaite aussi travailler l'échelon départemental et on va organiser à partir de janvier de l'année prochaine un tour des différentes DDT pour aller partager le SRADET, expliquer les règles, enfin les objectifs, les règles, la philosophie des règles et répondre à des questions éventuelles d'interprétation que peuvent se poser les DDT. Donc tout ça, effectivement, est prévu, il y a ces modules-là, et il y aura des modules de formation qui, comme d'habitude, seront ouverts à tous ceux qui voudront bien s'en saisir. Donc voilà pour la question de l'État sur l'offre et les besoins de formation. Est-ce que l'équipe de la région est suffisamment dimensionnée pour accompagner les territoires de façon aussi intense qu'ils le souhaitent? Je prends le relais de ce qu'a dit Eric et je vais pour ça revenir sur une diapo précédente. L'équipe de la prospective, elle est dédiée à l'accompagnement des territoires, à la poursuite du SRADET. Il y a plusieurs champs d'activité dans cette direction de la prospective. Il y a la connaissance, la stratégie régionale de la connaissance et la question du SRADET, son élaboration et sa mise en œuvre. Et ce qu'on a prévu, effectivement, ce sont différents moyens. Et je vous présente très rapidement cet outil, qui est un outil d'accompagnement, c'est la mesure transversale du SRADET, c'est un outil d'accompagnement des territoires, une offre de services qu'on va vous proposer, qu'on est en train de tester en cette fin d'année avec différents territoires qui ont déjà pu rencontrer et vérifier ce que cet outil peut donner. Donc l'idée, c'est d'aller voir chaque territoire avec cet outil qui nous permet de questionner les dynamiques du territoire. Vous avez, c'est un outil qui est conçu à une maille intercommunale, à la maille de l'EPCI, avec des agrégats possibles sur les territoires de projet, qui permet de regarder le modèle socio-économique des territoires avec des boîtes sur l'économie territoriale, emploi, revenus territoriaux, la démographie, les centralités. Et à terme, on construira un deuxième pilier, transition, avec des sujets plus environnementaux sur l'eau, les déchets par exemple. Cet outil-là permet de révéler le potentiel des territoires, leur fragilité, en mettant en lien les choses. Donc vous avez une première partie, la partie grisée que vous avez à l'écran, qui permet une espèce d'état des lieux et de questionnement renouvelé sur le fonctionnement du territoire, et une partie bleue en bas qui permet de faire des simulations ou des projections sur les différents territoires, c'est-à-dire est-ce que si je souhaite augmenter ma projection démographique, mon apport de population, qu'est-ce que ça veut dire pour le territoire en termes de vieillissement de la population, qu'est-ce que ça veut dire en apport de richesse pour le territoire. Donc tout ça nous permet de regarder aussi la question de la dépendance des territoires aux revenus extérieurs, qu'il s'agisse de revenus de redistribution ou de revenus issus des navetteurs.
ce qui permet d'identifier, je le redis, des forces, des fragilités et des sujets sur lesquels travailler de façon politique, tout ça dans une perspective de renouvellement des modèles. Donc ça, c'est un premier exercice et une offre de service qu'on met à disposition des collectivités, quelles qu'elles soient, à partir de janvier 2021. Ensuite, évidemment, on va continuer à travailler avec vous et à vous accompagner sur les SCOT et les PLUI dits à enjeu. Alors, pour le dire de façon assez claire et nette pour les questions qui ont été posées, notre volonté, c'est d'accompagner tous les SCOT, considérant que le SRADET s'adresse en priorité, vous le savez, aux SCOT, et quand il n'y a pas de SCOT sur les territoires, il s'adresse aux documents infra. Donc, on va s'intéresser aux SCOT, évidemment, et en l'absence de SCOT, on va pouvoir assurer un suivi sur les territoires qui sont couverts par des PLUI. On ne descendra pas en dessous parce qu'on n'en aura pas les moyens et parce que ce n'est pas souhaitable pour nous, mais parce que notre enjeu principal, c'est aussi la généralisation des documents intercommunaux. Donc, on va rester à cette échelle intercommunale avec ce dispositif de suivi global. Donc, ça implique effectivement une note d'accompagnement en début de procédure qui intégrera, j'allais dire, qui développera le mode d'emploi du SRADET et donc qui déclinera un certain nombre d'attendus plus précis du SRADET pour vos territoires, et puis des éléments issus des données expertes qui alimentent cet outil-là, avec la possibilité, en cours de procédure, d'aller vous présenter et de dialoguer avec vous sur le contenu de cet outil. Et puis évidemment, une association, j'allais dire, réglementaire sur les avis à rendre en cours de procédure, sur les projets arrêtés. Pardon. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc, il n'y a pas de modification à prévoir. C'était une question, je crois, sur les documents qui seront suivis. On reste sur SCOT, PLUI. Les PCAET à enjeu sont regardés également en complémentarité avec les services de l'État. Et puis sur une question là très technique sur les documents qui sont à cheval sur 2 régions. Donc là, vous savez comme moi que le territoire qui est le plus concerné prend la main sur les avis, mais évidemment en ayant l'obligation de consulter le territoire voisin. Et pour finaliser un peu ces choses-là, on envisage de travailler avec nos régions voisines et on a déjà des rendez-vous de calés dans le courant du mois prochain sur les enjeux fonciers avec Aura, par exemple, et Grand Est. Donc, ces questions-là sont traitées de façon, j'allais dire, partenariale avec les régions voisines, en effet. Merci Gilles. Peut-être Marine de nouveau pour faire remonter quelques séries de questions. Oui, on a pas mal de questions qui sont arrivées suite à la rapide présentation de l'outil ITSI 2050 par Gilles, forcément. Je propose qu'on revienne sur des questions qui ont eu lieu d'abord, des questions plutôt techniques et sur le fond et la mise en œuvre, en fait. Y aura-t-il une sorte de jurisprudence du SRADET au fur et à mesure des précisions, des avis sur la mise en œuvre concrète, avec un document qui soit mis à jour et facilement consultable? Il y a une question que je mets un petit peu en lien, même si la question n'est pas la même, que je la retrouve parce que vous êtes nombreux à poser des questions. Quelle articulation entre les politiques territoriales régionales et la mise en œuvre du SRADET et quelles incitations pour SRADETiser l'ensemble du territoire? Je propose de répondre à ces questions-là et puis après on passera aux questions qui concernent un peu plus la gouvernance peut-être. Avant de passer sur l'outil. Et peut-être répondre à la deuxième question sur le lien entre SRADET et politique territoriale. Et puis je laisserai le soin à Gilles Lemaire de traiter l'autre question sur la jurisprudence du SRADET. Je pense que voilà, il faut dire les choses, les énoncer clairement. Aujourd'hui, moi, la présidente de région, elle m'a demandé de travailler à une nouvelle génération de politique territoriale. La direction de l'aménagement du territoire, dont moi j'ai la responsabilité en même temps que celle de la prospective qui vous parle aujourd'hui, la direction de l'aménagement du territoire, elle travaille adossée au SRADET. Donc ça ne veut pas dire que le SRADET est une bible,
mais en même temps, on a le souci dans la déclinaison de nos politiques territoriales et de nos futures politiques sectorielles de tenir compte fortement du SRADET. Sinon, on aurait fait cet exercice pour rien et cet exercice hors sol. Donc, il y a une mobilisation forte des services de la région pour décliner concrètement le SRADET. Donc, ça veut dire que je vais essayer d'être très, très clair parce qu'il y a souvent des craintes qui ont été exprimées par rapport à la carte. Hein, je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes propos aujourd'hui. Lorsqu'on va définir, par exemple, une politique en faveur des futures centralités intermédiaires, parce que c'est un sujet sur lequel on réfléchit, hein, en liaison avec l'État qui porte des dispositifs comme Action Cœur de Ville pour les villes moyennes ou Petites Villes de demain pour les villes de la strate en dessous. Nous, on va tenir compte, hein, de l'armature urbaine multipolaire, hein, disais-je, conçue par le SRADET. Si on ne le faisait pas, on serait malhonnête et presque ridicule. En même temps, il faut aussi qu'on soit quand même pragmatique. Et ce que je disais, le SRADET, c'est la référence principale. C'est pas non plus une Bible intangible. Donc, c'est pas parce que une petite ville ne sera pas sur la carte du SRADET qu'elle ne pourra en aucun cas bénéficier des futures politiques territoriales. Mais la construction des politiques territoriales, elle se fait quand même à partir du SRADET et de sa logique, et pas principalement d'ailleurs à partir de la carte. Donc dire que le SRADET n'aura aucun impact sur les politiques territoriales, je m'inscris évidemment complètement en faux par rapport à ça, par honnêteté, par clarté. En tout cas, moi, le travail que la présidente me demande de faire, c'est d'adosser les futures politiques territoriales au SRADET. Le SRADET n'étant pas la seule référence, mais la référence principale pour me résumer. Gilles, peut-être sur la jurisprudence du SRADET ? Oui. En fait, on souhaite, et ça a été dit par Eric, remobiliser un groupe de suivi du SRADET qui serait un groupe d'application du SRADET, donc avec une ambition assez opérationnelle pour finalement faire deux choses: identifier les questions d'application concrète du SRADET qui peuvent poser problème et essayer de trouver des solutions ensemble et de les faire remonter le cas échéant quand le blocage apparaît trop important. Et puis, deuxième ambition, c'est travailler ensemble à des retours d'expérience, de bon exercice d'application des objectifs et des règles. Et donc, ce groupe d'application, effectivement, l'idée, c'est bien de thésauriser finalement les adaptations ou la façon d'appliquer les règles et donc de créer une sorte de jurisprudence, effectivement, enrichie en continu, au service des services de la région et des territoires. Donc ça, oui, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, qu'on souhaite faire de façon partenariale et qu'on pourra formaliser en fonction des retours de ce groupe-là, en effet. Marine, tu reprends un petit peu la main, voir si nos réponses ont suscité des réactions, parce que moi je suis prêt à creuser le lien, par exemple, entre SRADET et politique territoriale. S'il y a d'autres questions là-dessus, je ne veux pas du tout esquiver le sujet. Là-dessus, je pense on n'est pas trop mal. Il y a pas mal de questions sur la gouvernance, sur les aspects de gouvernance et l'enjeu de la CTAP. Donc, je vous relis rapidement. La gouvernance par la CTAP exclut de fait la présence des associations environnementales. Est-ce une volonté de marginalisation compatible avec une démocratie participative mature ? Au-delà de la CTAP, envisagez-vous d'intégrer d'autres instances, notamment en provenance de la société civile, dans la gouvernance du SRADET ? Des retours de Scott aussi. La CTAP a pour mission de traiter des questions relatives à l'exercice des compétences des collectivités territoriales. Pas de rôle est adapté pour travailler sur les questions de planification spatiale. Sa composition n'est pas non plus adaptée pour traiter de ces questions. Donc alors que les syndicats mixtes porteurs de Scott, oui.
Et pourquoi définir une instance de gouvernance dont les SCOT sont exclus? Et c'est des avis qui sont partagés par plusieurs participants. Je vous laisse peut-être rebondir là-dessus. Moi, je comprends bien cette préoccupation. Alors peut-être qu'il faut que je clarifie le message que j'ai envoyé tout à l'heure. Nous, le parti pris qui a été le nôtre dans la relation avec les territoires, ça a été de ne pas créer une instance ad hoc, nouvelle, de gouvernance du SRADET. Et on a voulu s'appuyer sur une instance déjà prévue par la loi dans les relations intercollectivités. Donc c'est plutôt un choix pragmatique que nous avons fait. Et si cette CTAP donc a vocation à faire des bilans réguliers sur la mise en œuvre du SRADET, échanger sur cette mise en œuvre, ça n'exclut pas du tout le rôle d'autres instances qui n'ont pas un caractère légal, qui ont un caractère plus informel, mais dont moi j'ai souligné toute l'importance. Ce groupe qui a travaillé et qui a réuni un certain nombre de SCOT, un certain nombre de PCI et les PNR, il a vocation, je pense que je l'ai dit très clairement, par exemple, à perdurer, à vivre et à être incontournable, je souligne, dans la mise en œuvre du SRADET. Donc nous, ce qu'on n'a pas voulu faire, c'est créer un nouveau machin dont tout le monde se serait demandé, tiens, encore un truc de plus dans un paysage administratif et politique qui est jugé quand même complexe dans notre pays. Mais la CTAP, dans notre esprit, ne va pas avoir l'exclusivité dans la mise en œuvre du SRADET, pas du tout. Gilles, peut-être tu veux aller plus loin que moi là-dessus ? Je peux compléter en effet l'intérêt, alors vous le savez ou pas, mais l'intérêt de la CTAP, c'est que c'est quand même une instance assez plastique, puisqu'on peut lui associer des groupes de travail dédiés. Et donc l'idée était bien celle-là, on a bien conscience que les SCOT sont absents de la CTAP. En revanche, ce qu'on souhaite faire, c'est effectivement travailler de façon connexe avec la CTAP, avec les SCOT dans un groupe de travail dédié, avec d'autres partenaires éventuellement, il faut qu'on détermine ça plus finement, de façon à ce qu'on puisse faire remonter en CTAP quelque chose de complet, transparent et qui renvoie à notre volonté, avec la CTAP, d'utiliser ça comme un moyen pour afficher les objectifs annuels et présenter un bilan annuel. Donc effectivement, toutes les parties prenantes, avec des groupes associés, pourront faire remonter leurs demandes d'objectifs ou leurs demandes d'évolution ou d'adaptation. L'idée étant que le produit fini, le produit de sortie, soit transparent et labellisé CTAP, qui est une instance qui existe effectivement et qu'on n'a pas à reconstituer pour l'occasion. Ouais, et son intérêt, c'est qu'elle représente, enfin, elle regroupe l'ensemble des niveaux de territoire et elle incarne quand même la diversité territoriale qui est une caractéristique très forte, majeure de notre région. Après, je le redis, la CTAP, elle n'a pas du tout l'exclusivité dans notre esprit de la mise en œuvre du SRADET. On enchaîne sur d'autres questions. Du coup, on revient sur l'outil ici 2050. Il y a eu pas mal de questions. Rapidement, donc est-il disponible? Fonctionne-t-il sur un SCOT? Et du coup, une autre question qui rejoint, pourquoi une maille intercommunale quand le premier échelon de prise en compte du SRADET, c'est le SCOT? Et une question plus sur le contenu de l'outil, cet outil permettra-t-il de détecter des déchets à utiliser comme ressource pour tel ou tel territoire? Alors, je pense qu'il faut essayer avec Gilles de répondre fondamentalement à cette question, bon, en sortant du débat sur l'échelle SCOT, PCI, PETR, PCI, c'est des débats que je connais bien, mais l'enjeu n'est pas là, c'est plutôt la capacité à décliner cet outil ici 2050 au niveau infrarégional. C'est ça qui est important et c'est là-dessus que Gilles va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Oui, est-ce que l'outil est disponible? L'outil est fonctionnel, il existe, je vous ai dit, il est en phase de
test, on le finalise en cette fin d'année et notre objectif est de le mettre à disposition à partir de l'année prochaine, janvier 2021. La question de l'échelle, qui est intéressante, pourquoi utiliser la maille intercommunale? Pour plusieurs raisons, des raisons pragmatiques et puis des raisons plus philosophiques. Alors je m'explique, les raisons assez pragmatiques, c'est que les données qui alimentent cet outil, vous le savez, pour les rendre, pour qu'elles soient disponibles et pour les rendre homogènes, c'est souvent à la maille de l'EPCI, à la maille intercommunale EPCI, qu'elles sont disponibles et homogènes. Ça, c'est une première raison assez pragmatique. Deuxième raison, c'est que l'EPCI est une échelle aussi de décision et que ça permet aussi de traiter l'ensemble des sujets avec une certaine forme d'égalité territoriale. Ça nous permet de couvrir tous les territoires. Dans SRADET, il y a égalité des territoires. Donc, on propose une ingénierie qui est la même, qui est de même niveau à tous les territoires, à tous les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui permet de traiter des questions qui sont très SCOT, mais qui sont aussi des questions très développement économique des territoires, modèle de développement des territoires. Voilà. Ensuite, ça n'exclut pas du tout de pouvoir traiter la question au niveau des SCOT, puisque la maille est intercommunale, mais on peut faire des agrégats et reconstituer des territoires de projet, et donc des territoires de SCOT. Donc, on peut traiter aussi bien des EPCI que des territoires de SCOT. Voilà, pour la dernière question, qui est très technique, est-ce que ça peut permettre d'identifier certaines formes de déchets? On n'a pas, je vous l'ai dit, on a travaillé sur la partie économie territoriale pour l'instant, la partie environnementale, donc eau, déchets, sol, artificialisation du sol est en cours de réflexion et de développement. Celle-là, elle n'est pas prête, mais on y travaille pour qu'elle soit prête le plus rapidement possible. J'en profite, Marine, parce que j'ai vu dans les... j'ai dû être confus tout à l'heure dans ce que j'ai exprimé sur les SCOT à enjeu ou PLU. J'ai cru voir quelques remarques passer. Donc, pardon pour mon expression confuse, parce que en fait, c'est une ancienne formule, ça. Donc, avec l'équipe SRADET, va s'intéresser et s'intéresse à tous les SCOT. Il n'y a pas des SCOT de première catégorie et de deuxième catégorie. Donc, effectivement, le SRADET s'applique à tous les SCOT et donc on va suivre tous les SCOT. Et quand on parle de PLUI à enjeu, c'est presque par défaut, c'est-à-dire que quand il y a un SCOT, l'équipe de la prospective ne s'intéressera pas au PLUI qu'il y a en dessous puisque le SRADET s'adresse aux SCOT. En revanche, en l'absence de SCOT, on s'intéressera aux PLUI qui ne sont pas couverts. Voilà pour la clarification que je voulais apporter. Très bien, merci. Marine, tu continues avec les questions? Ouais, on a une demande encore de clarification en fait, que pour certains élus, c'est compliqué, c'est complexe de s'y retrouver entre tous les dispositifs, plan de relance, SRADET, SCOT, PCAET, CTE, etc., etc. Je sais pas, la question est peut-être un peu large, je sais pas si c'est possible d'y répondre rapidement. Ouais, enfin, moi, là-dessus, je vais essayer d'y répondre de façon pragmatique, simple. Le SRADET, c'est un schéma de planification à moyen terme qui donne l'orientation en matière de développement et d'aménagement de la région. Alors, pas seulement au sens strict sur l'aménagement du territoire, mais aussi sur des questions que le législateur nous oblige à traiter, comme les mobilités ou les questions environnementales. Hein. Donc, c'est un schéma intégrateur de moyen terme, donc qui doit se déployer progressivement et qui a une portée prescriptive à travers des règles, hein, donc il faut mettre en œuvre de façon intelligente. Donc ça, c'est une vision, si vous voulez, du développement à moyen terme de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est aussi un moyen pour nous d'affirmer dans quel sens la région veut conduire un territoire qui est nouveau, puisque la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté est quand même pas si ancienne. Donc le SRADET, c'était aussi une belle opportunité pour définir finalement vers quoi on voulait conduire
cette nouvelle région. Et donc l'exercice de ce point de vue-là, a été utile et multidimensionnel, je l'ai rappelé. Par contre, le SRADET, il embrasse pas non plus toutes les politiques régionales, il n'épuise pas le travail de la région dans bien des domaines. D'abord, il y a des champs qui ne sont pas du tout couverts par le SRADET. Je discutais hier avec les préfets et monsieur le recteur de l'absence, pour l'essentiel, des questions éducatives de l'enseignement supérieur, par exemple, dans le SRADET, mais parce que le législateur, il nous invite pas du tout à aller sur ces champs-là. Et donc, l'action régionale, dans les compétences qui sont celles de la région et parfois au-delà, elle a toute sa légitimité et elle conserve tout son intérêt. Donc, le plan de relance que nous avons adopté tout récemment, il a sa propre logique et sa volonté d'aider les territoires dans la redynamisation économique et sociale de la région. Cette volonté, elle est à court terme. Le plan de relance, il a une vocation à court terme. Il vise à soutenir des projets dans différents domaines, le domaine économique en particulier, mais pas seulement. À court terme, on est dans le court-termisme, les actions qu'on mène, par exemple, dans le domaine de la solidarité avec les très petites entreprises, pour les soutenir et réanimer la flamme de l'artisanat et du commerce, c'est une démarche et des moyens que nous mettons à court terme parce que c'est nécessaire et ça contredit pas le SRADET, mais en même temps ça s'inscrit pas pleinement dans la logique du SRADET parce qu'on est bien obligé de faire face à des urgences. Maintenant, on essaye quand même que ce plan de relance il se fasse pas n'importe comment, qu'il ne contredise pas non plus le SRADET. J'en veux pour preuve, par exemple, que pour le volet que je porte, moi, vice-président chargé de la cohésion territoriale dans ce plan de relance, eh bien, on voit bien que les dispositifs qui sont prévus pour les territoires, il continue à tenir compte évidemment de la qualité environnementale des projets et nos dispositifs territoriaux au titre du plan de relance restent éco-conditionnalisés et donc parfaitement en phase avec le SRADET. Mais je pense qu'on ne peut pas les mettre sur le même plan. SRADET du moyen terme, le plan de relance de l'urgence, quoi, pour faire simple. Gilles, peut-être sur cette question, puis sur des questions annexes. Sur cette question, non, je pense que tu as été parfaitement complet. Enfin, j'ai rien à ajouter. Je crois qu'on a, enfin, je ne sais pas du côté de Marine, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus beaucoup de questions en stock. Ouais, globalement, on a fait le tour des questions principales. Voilà, je pense que si c'est bon pour vous, on peut conclure. Très bien, ben moi je veux vraiment remercier toutes les participantes, tous les participants à cette séance de présentation des enjeux de la mise en œuvre du SRADET et d'échanges avec les territoires et les acteurs particulièrement concernés par le SRADET. Et moi, je voulais vous dire que cette séance, pour moi, était un point de départ et sûrement pas un point d'arrivée. Voilà. Merci. Merci. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Comme on vous l'a dit, s'il y a des questions qui sont passées à la trappe, on y répondra par écrit ultérieurement. Et on vous informera aussi quand est-ce qu'on mettra à disposition un replay du webinaire en ligne prochainement. Voilà. Merci, au revoir à tous, à toutes et à tous. Merci, au revoir.